nécessité de discours. Quelle est la dernière fois la formule que j'ai glissée plutôt que proposée de ce que c'est que la logique? Je vous ai quitté dans le brouhaha de tout un chacun qui se levait pour vous faire remarquer qu'il ne suffisait pas que Freud ait noté comme caractère de l'inconscient qu'il néglige, qu'il fait bon marché du principe de contradiction pour que, comme se l'imagine quelques psychanalystes de la nouvelle institution analytique, il est plus que probable que, comme pour tout autre discours, sa logique doive se dégager. Je rappelle au passage que le discours, c'est ce dont le moins qu'on puisse dire, et que le sens reste voilé. À vrai dire, ce qu'il constitue est très précisément fait de l'absence de ce sens. Aucun discours qui ne doive recevoir son sens d'un autre. Et s'il est vrai que l'apparition d'une nouvelle structure de discours prend sens, ce n'est pas seulement de le recevoir, c'est aussi bien, s'il apparaît, que ce discours analytique, tel que je vous l'ai situé l'année dernière, représente le dernier glissement sur une structure tétratique, quadripode, je l'ai appelé dans un texte ailleurs, par le dernier glissement de ce qui s'articule au nom de la signifiance. Il devient sensible que quelque chose d'original se produit de ce cercle qui se ferme. L'art de produire est une nécessité de discours c'est autre chose que cette nécessité elle-même. La nécessité logique, réfléchissez-y, il ne saurait y en avoir d'autre, est le fruit de cette production. La nécessité, un Anker, ne commence qu'à l'être parlant, et aussi bien tout ce qui a pu en apparaître sans produire est toujours le fait d'un discours. Si c'est bien ce dont il s'agit dans la tragédie, c'est bien pour autant que la tragédie se concrétise comme le fruit d'une nécessité qui n'est point autre, c'est évident, car il s'y agit que d'être parlant d'une nécessité, dis-je, que logique. Rien, il me semble, n'apparaît ailleurs que chez l'être parlant, de ce qui est
sûrement de l'anarchie. C'est aussi bien pour cela que Descartes ne fait des animaux que des automates angoissonnants. Il s'agit d'une illusion. Une illusion dont nous montrerons l'incidence au passage à propos de ce que nous allons, de cet art de produire une nécessité de discours, de ce que nous allons essayer de frayer. Produire au double sens de démontrer ce qui était là avant. C'est bien en cela déjà qu'il n'est point sûr que quelque chose ne se reflète, ne contienne l'amorce de la nécessité dont il s'agit dans le préalable de l'existence animale. Mais, faute de démonstration, ce qui est à produire doit en effet être tenu pour être avant inexistant. Autre sens de produire, celui sur lequel toute une recherche issue de l'élaboration d'un discours déjà constitué, dit le discours du maître, a déjà avancé sous le terme de réaliser par un travail. C'est bien en quoi consiste ce qui se fait. De pour autant que je suis moi-même le logicien en question, le produit de l'émergence de ce nouveau discours que la production, au sens de démonstration, peut être devant vous ici annoncé. Ce qui doit être supposé avoir été déjà là par la nécessité de la démonstration produit la supposition de la nécessité de toujours. Et aussi justement témoigner de la pas moindre nécessité du travail de l'actualiser. Mais, dans ce moment d'émergence, cette nécessité donne du même coup la preuve qu'elle ne peut être d'abord supposée qu'au titre de l'inexistant. Qu'est ce dont la nécessité? Non. Ce qu'il faut dire, ce n'est pas ce dont, c'est qu'est, et directement, ce dont comportant en soi trop d'être. C'est directement qu'est la nécessité telle que du fait même de la produire, elle ne puisse, avant d'être produite, qu'être supposée inexistante. Ce qui veut dire posée comme telle dans le discours. Il y a réponse à cette question, comme à toute question. Pour la raison qu'on la pose, comme toute question, qu'à avoir déjà la réponse. Vous l'avez donc, même si vous ne le savez pas. Ce qui répond à cette question, qu'est la nécessité, etc. C'est ce qu'à faire, logiquement, même si vous le savez, dans votre bricolage de tous les jours. Ce bricolage qu'un certain nombre disent, peut-être avec moi, en analyse.
viennent me confier, sans pouvoir prendre d'ailleurs, avant un certain pas franchi, le sentiment de ce qu'à le faire. Il me suppose, moi-même, ce bricolage, à le faire donc, c'est-à-dire tous, même ceux qui me le confient, ils répondent déjà. Comment? À le répéter, tout simplement, ce bricolage de façon inlassable. C'est ce qu'on appelle le symptôme à un certain niveau, à un autre, l'automatisme. Terme peu propre, dont l'histoire peut rendre compte. Vous réalisez, à chaque instant, pour autant que l'inconscient existe, la démonstration dont se fonde l'inexistence comme préalable du nécessaire. C'est l'inexistence de ce qui est au principe du symptôme, à savoir, c'est sa consistance même au dit symptôme, depuis que le terme d'avoir émergé avec Marx a pris sa valeur, ce qui est au principe du symptôme, c'est à savoir l'inexistence de la vérité qu'il suppose, quoi qu'il en marque la place. Voilà pour le symptôme. En tant qu'il se rattache à la vérité qui n'a plus goût. Dans ce titre, l'on peut dire que comme n'importe qui subsiste dans l'art moderne, aucun de vous n'est étranger à ce mode de la réponse. Dans le second cas, le dit automatisme, c'est l'inexistence de la jouissance, que l'automatisme dit de répétition fait venir au jour de l'insistance, de ce piétinement à la porte qui se désigne comme sortie vers l'existence. Seulement, au-delà, ce n'est pas tout à fait ce qu'on appelle une existence qui vous attend, c'est la jouissance, telle qu'elle opère comme nécessité de discours. Et elle n'opère, vous le voyez, que comme inexistante. Seulement voilà. À vous rappeler ces ritournelles, ces rengaines, que je fais bien sûr dans le dessein de vous rassurer, vous donner le sentiment que je ne ferai là qu'apporter comme ça des pitchs sur ce dans quoi, au nom de ceci, il y aurait une certaine substance, la jouissance, la vérité en l'occasion telle qu'elle serait prônée dans Freud. Il n'en reste pas moins qu'à vous en tenir là. Ce n'est pas à l'os de la structure que vous pouvez vous référer. Quelle est la nécessité, ai-je dit, qui s'instaure d'une supposition d'inexistence? Dans cette question, ce n'est pas ce qui est inexistant qui compte. C'est justement la supposition d'inexistence, laquelle n'est que conséquence de la production de la nécessité. L'inexistence ne fait question que d'avoir déjà réponse double, certes, de la jouissance et de la vérité. Mais elle inexiste déjà.
la vérité que l'inexistence prend statut, qu'elle peut inexister, c'est-à-dire venir au symbole qui la désire, comme inexistant, non pas au sens de ne pas avoir d'existence, mais de n'être existence que du symbole qui la ferait existante, et qui lui existe. C'est un nom, comme vous le savez, généralement désigné par 0. Ce qui montre bien que l'inexistence n'est pas ce qu'on pourrait croire, le néant. Car quand pourrait-il sortir hors la croyance en soi? Il n'y en a pas 36 de croyants. Dieu a fait le monde du néant. Pas étonnant que ce soit un dogme. C'est la croyance en elle-même. C'est ce rejet de la logique qui s'exprime. Il y a un de mes élèves qui a un jour trouvé ça tout seul. Qui s'exprime sur la formule qu'il en a donnée, je le remercie. Sûrement pas, mais tout de même. Ça ne peut aucunement nous suffire. L'inexistence n'est pas le néant. C'est, comme je viens de vous le dire, un nom qui fait partie de la série des nombres entiers. Pas théorie des nombres entiers si vous ne rendez pas compte de ce qu'il en est du zéro. C'est ce dont on s'est aperçu. Dans un effort dont ce n'est pas hasard, s'il est précisément contemporain, un peu antérieur, certes, la recherche de Freud, c'est celui qu'a inauguré, a interrogé logiquement ce qu'il en est du statut du nom, un nommé Frege, né 8 ans avant lui et quelques 14 ans avant. Ceci est grandement destiné dans notre interrogation. Qu'est-ce qu'il en est de la nécessité logique du discours de l'analyse? C'est très précisément ce que je pointe de ce qui risquait de vous échapper de la référence dont à l'instant j'illustre. Comme application, autrement dit usage fonctionnel de l'inexistant, c'est-à-dire qu'elle ne se produise que dans l'après-coup dont surgit d'abord nécessité savoir d'un discours où elle se manifeste avant que le logicien, je vous l'ai dit, y advienne lui-même comme conséquence seconde, c'est-à-dire du même temps que l'inexistence elle-même. C'est sa fin que de se réduire où elle se manifeste d'avant lui, pour nécessité, je le répète, la démontrant cette fois de même temps que je l'énonce, cette nécessité, c'est la répétition elle-même, en elle-même, par elle-même, pour elle-même, c'est-à-dire ce par quoi la vie se démontre elle-même, n'être que nécessité de discours, puisqu'elle ne trouve pas, pour résister à la mort, c'est-à-dire à son lot de jouissance, rien d'autre qu'un truc, à savoir le recours. Mais cette même chose que produit une opaque programmation. Et bien autre chose, je l'ai souligné que
la puissance de la vie, l'amour ou autre d'Alibert, qui est cette programmation radicale qui ne commence pour nous à se désenténébrer qu'à ce que font les biologistes au niveau de la bactérie et dont c'est la conséquence précisément que la reproduction de la vie. Ce que le discours fait a démontré ce niveau où rien d'une nécessité logique ne se manifeste dans la répétition, nous paraît ici rejoindre comme un semblable ce qui s'effectue au niveau d'un message. Il n'est nullement facile de réduire à ce que de ce terme connaissons et qui est de l'ordre de ce qui se situe d'une combinatoire courte. Sont celles qui passent de l'acide désoxyribonucléique à ce qui s'en transmettra au niveau des protéines avec la bonne volonté de quelques intermédiaires, et notamment d'enzymatique de Canison. Que ce soit là ce qui nous permet de référer ce qu'il en est de la répétition, ceci ne peut se faire qu'à élaborer précisément ce qu'il en est de la fiction, par quoi quelque chose paraît soudain se répercuter du fond même de ce qui a fait un jour l'être bon capable de parler. Il y en a un, en effet, un entre tous, qui n'échappe pas à une jouissance particulièrement insensée et que je dirais locale au sens d'accidentel, qui est la forme organique a pris pour lui, jouissance sexuelle. Il en colore de jouissance tous ces besoins élémentaires qui sont chez les autres êtres vivants que colmatage au regard de la jouissance. Si l'animal bouffe régulièrement, il est bien clair, c'est pour ne pas connaître la jouissance de la vie. Il en colore donc celui qui parle. Et c'est frappant. C'est la découverte de Freud, tous ses besoins. C'est-à-dire ce par quoi il se déforme autrement. Il ne faut pas croire du tout, pourtant, pour ça, que la jouissance sexuelle, c'est la vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est une production locale, accidentelle, organique, et très exactement liée, centrée sur ce qu'il en est de l'organe mâle. C'est évidemment particulièrement grotesque. La détumescence chez le mâle a engendré cet appel de type spécial, qui est le langage articulé grâce à quoi s'introduit dans cette dimension la nécessité de parler. C'est de là rejaillit la nécessité logique comme grammaire du discours. Vous voyez si c'est mince. Il a fallu, pour s'en apercevoir, rien de moins que l'émergence du discours analytique. La signification du phallus. Dans mes écrits, quelque part, j'ai pris soin de loger cette énonciation que j'avais faite
précisément à Munich, quelque part avant 1960. Il y a une paix. J'ai écrit dessous Die Bedeutung des Phallus. Ce n'est pas pour le plaisir de vous faire croire que je sais l'allemand. Encore que ce soit absolument, puisque j'étais à Munich, que j'ai cru devoir articuler ce dont j'ai donné là le texte retraduit. Il m'avait semblé opportun d'introduire sous le terme de Bedeutung, ce qu'en français, du degré de culture où nous étions à l'époque parvenus, je ne pouvais décemment traduire que par la signification. Die Bedeutung des Phallus était déjà, eux-mêmes, étant donné qu'ils étaient analystes. J'en marque la distance par une petite note qui est au début de ce texte reproduit. Les Allemands avaient, bien entendu, je parle des analystes, on était sortis de la guerre et on ne peut pas dire que l'analyse avait fait pendant beaucoup de progrès. Les Allemands y ont entravé le truc. Tout ça leur a semblé, comme je le souligne du dernier terme de cette note, à proprement parler inouï. Curieux d'ailleurs que les choses ont changé au point que ce que je raconte aujourd'hui peut être devenu pour certains nombre d'entre vous déjà à juste titre monnaie courante. Die Bedeutung pourtant était bien référé à l'usage que Frege fait de ce mot pour l'opposer au terme de signe, lequel répond très exactement à ce que j'ai cru devoir vous rappeler au niveau de mon énoncé d'aujourd'hui, à savoir le sens d'une proposition. On pourrait exprimer autrement, et vous verrez que ce n'est pas incompatible, ce qu'il en est de la nécessité de conduire à cet art, de la produire comme nécessité de discours. On pourrait l'exprimer autrement. Que faut-il pour qu'une parole dénote quelque chose? Quel est le sens? Attention, les menus échanges commencent. Quel est le sens que Frege donne à Bedeutung? La dénotation. Il vous apparaîtra clair, si vous voulez bien ouvrir ce livre qui s'appelle Les fondements de l'arithmétique, une certaine Claude Imbert, qui autrefois, si mon souvenir est bon, fréquenta mon séminaire, a traduit, il laisse pour vous porter de votre main entièrement accessible. Il vous apparaîtra clair, comme c'était prévisible, que pour qu'il y ait à coup sûr dénotation, ce ne soit pas mal de s'adresser d'abord timidement au champ de l'arithmétique tel qu'il est défini par les nombres entiers. Il y a un nommé Kronecker, il n'a pas pu s'empêcher
besoin de la croyance, de dire que les noms entiers, c'est Dieu qui les avait créés. Moyennant quoi, ajoute-t-il, l'homme a à faire tout le reste, et comme c'était un mathématicien, le reste, c'était pour lui tout ce qu'il en est du reste du nombre. C'est justement pour autant que rien n'est sûr qui soit de cette espèce. À savoir qu'un effort logique peut au moins tenter de rendre compte des nombres entiers que jamais, dans le champ de votre considération, le travail de Frege. Bien, je voudrais m'arrêter un instant, ne serait-ce que pour vous inciter à le relire. Sur ceci. Cette énonciation est produite sous l'angle de la signification du phallus. Donc vous verrez, au point où j'en suis, ce mérite de retard, il n'y a rien à reprendre. Bien qu'à cette époque, personne vraiment n'y entendit rien. J'ai pu le constater sur place. Qu'est-ce que veut dire la signification du phallus? Ceci mérite qu'on s'y arrête, car après tout, une liaison ainsi déterminative, il peut toujours se demander si c'est un génitif dit objectif ou subjectif. Tel que j'en illustre la différence par le rapprochement des deux sens. Ici, le sens marqué par de petites flèches. Un désir d'enfant. C'est un enfant qu'on désire. Objectif. Un désir d'enfant. C'est un enfant qui désire. Subjectif. Vous pouvez vous exercer, c'est toujours très utile. La loi du talion que j'écris au-dessous, sans y ajouter de commentaire, peut avoir deux sorts. La loi, quel talion l'instaure de loi? Ou ce que le talion stipule comme loi, c'est-à-dire œil pour œil, dans le temps, ça n'est pas la même chose. Je voudrais vous faire remarquer, c'est que la signification du phallus. Et ce que je développerai sera fait pour vous le faire découvrir. Au sens que je viens de préciser du mot sens, c'est-à-dire la flèche, c'est neutre. La signification du phallus, ça a ceci d'astucieux, que ce que le phallus dénote, c'est le pouvoir de signification. Ce n'est donc pas, ce phi de x, une fonction du type ordinaire. C'est ce qui fait, qu'à condition de se servir pour l'y placer comme argument de quelque chose qui n'a besoin d'avoir d'abord aucun sens, à cette seule condition de l'articuler d'un prostiorisme, il existe, ou bien tout, à cette condition, selon seulement le prostiorisme, produit lui-même de la recherche, de la nécessité logique, et rien d'autre. Ce qui s'épinglera de ce prostiorisme prendra signification d'homme ou de femme selon le prostiorisme choisi. C'est-à-dire, soit il existe,
soit l'il n'existe pas, soit le tout, soit le pas tout. Néanmoins, il est clair que nous ne pouvons pas tenir compte de ce qui s'est produit, d'une nécessité logique, à l'affronter aux nombres entiers. Pour la raison qui est celle dont je suis parti, que cette nécessité d'après-coup implique la supposition de ce qui inexiste comme tel. Or, il est remarquable que ce soit à interroger le nombre entier, à en avoir tenté la genèse logique, que Frege n'ait été conduit à rien d'autre qu'à fonder le nombre 1 sur le concept de l'inexistant. Il faut dire que pour avoir été conduit là, il faut bien croire que ce qui jusque-là courait sur ce qu'ils font, le 1, ne lui donnait pas satisfaction de logicien. Certains, pendant un bout de temps, on s'est contenté de peu. On croyait que c'était pas difficile. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Alors on les compte. Bien sûr, pour l'avènement du nombre entier, d'insolubles problèmes. Car s'il ne s'agit que de ce qu'il est convenu de faire, d'un signe pour les compter, existe. Je viens de m'inventer comme ça un petit bouquin pour vous montrer comment un poème arabe là-dessus. Un poème qui indique ça en vers. Ce qu'il faut faire avec le petit doigt, puis avec l'index, pour en faire passer le signe du nom. Et justement, puisqu'il faut faire signe, c'est que le nombre doit avoir une autre espèce d'existence que simplement de désigner, à chaque fois avec un aboiement, que, par exemple, des personnes ici présentes, pour qu'elles aient valeur de 1, il faut, comme on l'a remarqué depuis toujours, qu'on les dépouille de toutes leurs qualités sans exception. Alors qu'est-ce qui reste? Bien sûr, il y a eu quelques philosophes qui empiristes pour articuler ça en se servant de des objets comme des petites boules, un chapelet, bien sûr, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais ça ne résout pas du tout la question, l'émergence comme telle du 1. De ce qu'avait bien vu le nommé Leibniz, qui a cru devoir partir comme il s'imposait l'identité, à savoir de poser d'abord 2 égale 1 plus 1, 3 égale 2 plus 1, 4 égale 3 plus 1, et de croire avoir résolu le problème en montrant qu'à réduire chacune de ces définitions à la précédente, on pouvait démontrer que 2 et 2 font 4. Mais malheureusement, un petit obstacle. Un petit obstacle dont les logiciens du XIXe siècle se sont rapidement aperçus, c'est que sa démonstration n'est valable qu'à condition de négliger la parenthèse tout à fait nécessaire à mettre sur 2 égale 1 plus 1, à savoir la parenthèse en serrant le 1 plus 1. Et qu'il est nécessaire, ce qu'il néglige, il est nécessaire de poser l'axiome de A plus B entre parenthèses plus C égale A plus, ouvrez la parenthèse, B plus C, fermez la parenthèse. Il est certain que cette négligence de la part d'un logicien, aussi vraiment logicien qu'était Leibniz,
commise suffit du point de vue du logicien à faire rejeter la Genèse leibnizienne, outre qu'elle néglige tout fondement de ce qu'il en est zéro. Je ne fais ici que vous indiquer à partir de quelle notion du concept supposé dénoter quelque chose. Faut les choisir pour que ça colle. Mais après tout, on ne peut pas dire que les concepts, ceux qu'ils choisissent, satellites de Mars, voire de Jupiter, n'est pas cette portée de dénotation suffisante pour qu'on puisse dire qu'un nombre soit à chacun d'eux associé. Néanmoins, la subsistance du nombre ne peut s'assurer qu'à partir de l'équinuméricité des objets que subsume un concept. L'ordre des nombres ne peut dès lors être donné par cette astuce qui consiste à procéder exactement en sens contraire de ce qu'a fait Leibniz, à retirer un de chaque nombre, de dire que le prédécesseur, c'est celui du concept. Le nombre issu du concept. Le nombre prédécesseur, c'est celui qui, mis à part, servait d'appui le concept d'un certain nombre, c'est le concept qui, mis à part, se trouve identique à un nombre qui est très précisément caractérisé, de ne pas être identique au précédent, disons à un près. C'est ainsi que Frege régresse jusqu'à la conception du concept en tant que vide, qu'il ne comporte aucun objet, qu'il est celui non du néant, puisqu'il est concept, mais de l'inexistant, et que c'est juste à considérer ce qu'il croit être le néant, à savoir le concept, dont le nombre serait égal à zéro, qu'il croit pouvoir définir de la formulation d'arguments x différents de x, c'est-à-dire différents de lui-même, ce qui est une dénotation assurément extrêmement problématique. Car qu'atteignons-nous, s'il est vrai, que le symbolique soit ce que j'en dis, à savoir tout entier dans la parole, il n'y ait pas de métalangage. D'où peut-on désigner dans le langage un objet dont il soit assuré qu'il ne soit pas différent de lui-même? Néanmoins, c'est sur cette hypothèse que Frege constitue la notion que le concept égal à zéro donne un nombre différent, selon la formule qu'il a donnée d'abord pour celle qui est du nombre prédécesseur, donne un nombre différent de ce qu'il en est du zéro défini, tenu bel et bien pour le néant, c'est-à-dire de celui auquel convient non pas l'égalité à zéro, mais le nombre zéro. Et là, c'est en référence avec ceci que le concept auquel convient le nombre zéro repose sur ceci, qu'il s'agit de l'identique à zéro, mais non identique à zéro, que celui qui est tout simplement identique à zéro est tenu pour son successeur et comme tel égalé à 1. La chose se fonde sur ceci, qui est le débat dit de l'équinuméricité. Il est clair que l'équinuméricité du concept sous lequel aucun objet au de l'inexistence
est toujours égal à lui-même. Entre 0 et 0, pas de différence. C'est le pas de différence dont, par ce biais, Frege entend fonder le 1. Et ceci, de toute façon, cette conquête nous reste précieuse pour autant qu'elle nous donne le 1 pour être essentiellement, entendez bien ce que je dis, le signifiant de l'inexistence. Néanmoins, est-il sûr que le 1 puisse s'en fonder? Assurément, la discussion pourrait se poursuivre par les voies purement frégiennes. Néanmoins, pour votre éclaircissement, j'ai cru devoir reproduire ce qui peut être dit n'avoir pas de rapport avec le nombre entier, à savoir le triangle arithmétique. Le triangle arithmétique s'organise de la façon suivante. Il part comme donnée de la suite des nombres entiers. Chaque terme à s'inscrire est constitué, sans autre commentaire. Il s'agit de ce qui est au-dessous de la barre. Par l'addition, vous remarquerez que j'ai parlé encore jamais d'addition, non plus Frege, par l'addition des deux chiffres, celui qui est immédiatement à sa gauche et celui qui est à sa gauche et au-dessus. Vous vérifierez aisément qu'il s'agit ici de quelque chose qui nous donne, par exemple, quand nous avons un nombre entier de points, nous appellerons honneur, qui nous donne automatiquement ce qu'il en est, étant donné un nombre de ces points, du nombre de sous-ensembles qui peuvent, dans l'ensemble qui comprend tous ces points, se former d'un nombre quelconque choisi comme étant au-dessous du nombre entier dont il s'agit. C'est ainsi, par exemple, que si vous prenez ici la ligne qui est celle de la dyade, à rencontrer une dyade, vous obtenez immédiatement, il y aura dans la dyade deux monades. Une dyade, c'est pas difficile à imaginer, c'est un trait de termes. Que si vous interrogez ce qu'il en est, prenons quelque chose de plus amusant, de la triade, de la tétrade, vous obtenez une tétrade, vous obtenez quelque chose qui est 4 possibilités de triade. Autrement dit, pour vous imager 4 faces du grêle, vous obtenez ensuite 6 dyades, c'est-à-dire les 6 côtés du grêle, et vous obtenez 4 sommets monades. Ceci pour donner support à ce qu'il y a à s'exprimer en termes de sous-ensemble. Il est clair que vous voyez qu'à mesure que le nombre entier augmente, le nombre des sous-ensembles qui peuvent se produire en son sein dépasse de beaucoup, très vite, le nombre entier lui-même. Ceci n'est pas ce qui nous intéresse. Mais simplement qu'il est fallu pour que je puisse rendre compte du même procédé de la série des nombres entiers. Je parle de ce qui est très précisément à l'origine de ce qu'a fait Frege. Frege qui en a désigné ceci, que le nombre des objets qui est un concept, en tant que concept du nombre n nommément, sera de par lui-même ce qui constitue le nombre successeur. Autrement dit, vous comptez à partir de 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
Cette quoi? Cette de ce quelque chose que j'ai appelé inexistant être le fondement de la répétition. Encore faut-il, pour que soit satisfait aux règles de Briand, que ce un qui se répète ici surgisse de quelque part, puisque partout nous avons encadré de zéro ce triangle. Il y a donc ici un point à situer au niveau de la ligne des zéros, un point qui est 1 et qui articule quoi? Ce qu'il importe de distinguer dans la Genèse 1, à savoir la distinction précisément du pas de différence. Tout c'est partie de ce qui se répète, mais se répète comme inexistant. Frege ne rend donc pas compte de la suite du nombre entier, mais de la possibilité de la répétition. La répétition se pose d'abord comme répétition 1 en tant que 1 de l'inexistence. Est-ce qu'il n'y a pas, je peux ici en avancer une question, quelque chose qui suggère qu'à ce fait qu'il n'y ait pas un seul un, mais l'un qui se répète et l'un qui se pose suite des noms entiers dans ce néant, nous avons à trouver quelque chose qui est de l'ordre de ce que nous avons interrogé, en posant comme corrélat nécessaire la question de la nécessité du fondement de l'inexistence.